Bonjour chers étudiants, nous allons dans cette séance examiner la deuxième partie de ce cours de grand service public. Après avoir passé en revue la théorie générale des services publics, il s'agit dans cette deuxième partie de traiter les modes de gestion de ces services publics. Les services publics peuvent être gérés selon des modes divers. L'une des principales caractéristiques de la théorie générale des modes de gestion est que ces modes se sont progressivement accrus en nombre et diversifiés. À l'origine, on trouve trois modes classiques de gestion, la régie, l'établissement public et la concession. Ces trois institutions demeurent aujourd'hui encore les grandes modalités de gestion des services publics. Mais la théorie ne s'en est pas moins assez profondément transformée. Et s'est enrichie en ce sens que des modes de gestion nouveaux sont apparus, notamment la gestion des services publics par les particuliers est aujourd'hui réalisée dans divers cas. Par exemple, celui des caisses de sécurité sociale, sous des formes différentes de la concession de services publics. Il s'est diversifié en ce sens que les trois grands modes classiques connaissent des variantes diverses qui ont plus ou moins rompu leur unité intérieure. Ainsi, la gestion par un organisme public autonome ne se limite plus à l'établissement public depuis que la jurisprudence a décidé que toutes les personnes morales de droit public n'étaient pas nécessairement des établissements publics et a, par exemple, digné cette qualification aux ordres professionnels. Ainsi, encore, la concession de services publics a pris un visage plus divers depuis que les services publics concédés l'ont été, non plus seulement à des particuliers, mais aussi à des organismes mixtes comme les sociétés d'économie mixte. Cette évolution de la théorie des modes de gestion s'est caractérisée par un enrichissement, une diversification et une plus grande complexité est due à l'évolution générale de la vie administrative. Donc, pour nous, dans cette deuxième partie du cours, nous allons traiter la gestion des services publics par des personnes publiques et la gestion des services publics par des personnes privées. On commence tout d'abord par les modalités de gestion de services publics par les personnes publiques. On va traiter successivement la régie et l'établissement public. S'agissant tout d'abord des services publics en régie. Un service public est géré en régie lorsque l'administration, non seulement en assume la direction de principe, mais encore lorsqu'elle prend elle-même en main le fonctionnement du service, en le faisant fonctionner avec ses propres biens et avec ses propres agents. La régie est une gestion directe de la personne publique, État et collectivité territoriale, dont dépend le service public. La théorie du service public en régie se confond pratiquement avec les chapitres généraux du droit administratif. Autorité administrative, agent public, régime général des biens. En pratique, c'est le procédé le plus important. Les administrations traditionnelles qui assument l'ensemble des tâches publiques sont organisées selon ce type. Les services en régie ne constituent pas des personnes juridiques distinctes. C'est la collectivité territoriale dont ils relèvent qui est titulaire des droits et obligations nées de leur activité. Normalement, les services en régie sont des services publics administratifs. Dès lors, toutes les règles et toutes les procédures du droit administratif s'appliquent à eux. Exceptionnellement, le procédé de la régie est appliqué à des services publics industriels et commerciaux, notamment dans le cadre des collectivités territoriales. Dans ce cas, les règles précédentes subissent certaines altérations. À défaut d'autonomie financière, le service possède une individualité comptable qui permet de savoir s'il est déficitaire ou bénéficiaire. Et le droit privé s'applique à ses relations avec ses fournisseurs et ses usagers. On notera que les régies peuvent exercer soit une activité de service public, c'est le cas général, soit la police administrative, soit une action d'aide aux activités privées d'intérêt général et de contrôle de ces activités.
La régie revêt deux formes, la régie simple et la régie intéressée. Commençons tout d'abord par la régie simple. La régie simple, qui est la forme normale d'exploitation d'un service public par l'administration, appelle trois remarques. Première remarque, le personnel est recruté directement par l'État ou par la personne publique à laquelle le service est rattaché. Et on sait qu'il peut être recruté sous trois régimes différents. Ce peut être d'abord un personnel de fonctionnaires stricto sensu. Ce peut être un personnel placé sous un régime de droit administratif, mais n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Par exemple, agent contractuel, stagiaire, auxiliaire, requis. Enfin, ce peut être un personnel recruté sous l'empire du droit privé. Du point de vue de leur organisation, les services en régie sont placés sous la dépendance directe de la collectivité dont ils relèvent. Pour l'État, ils constituent les services déconcentrés des divers départements ministériels. Les agents auxquels ils sont confiés sont hiérarchiquement subordonnés aux ministres, avec à l'échelle régionale et départementale les relais d'autorités constitués par le préfet. C'est le cas notamment pour les services de police. Les services municipaux, régionaux et départementaux relèvent du conseil de l'organe exécutif de la collectivité correspondante. En ce qui concerne la deuxième remarque, elle est relative au régime des biens. Alors, en ce qui concerne les biens dont le service use, ce sont normalement ceux qui appartiennent à l'administration et ils sont soit sous le régime de la domanialité publique, soit sous le régime de la domanialité privée, suivant le degré d'affectation et d'aménagement que le bien représente par rapport au service. Du point de vue financier, le service n'a aucune individualité. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont prévus au budget général des dépenses de la collectivité. S'il effectue des recettes, ils se confondent dans la masse des recettes budgétaires sur lesquelles sont prélevées l'ensemble des dépenses. Troisième remarque, la gestion des services publics en régie est soumise à des dispositions particulières en ce qui concerne les collectivités territoriales. Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont en réalité des établissements publics. Qu'en est-il maintenant de la régie intéressée? La régie intéressée se rapproche de la régie simple en ce que c'est l'administration elle-même qui, à l'aide d'une direction recrutée par elle, fait fonctionner le service. Elle s'en éloigne parce que la personne ou la société placée par l'administration à la tête du service est intéressée financièrement au résultat de l'exploitation. Le problème essentiel que pose la régie intéressée est un problème de définition. Ainsi, dans le système de la concession de services publics, le concessionnaire est lui aussi intéressé au résultat de l'exploitation et normalement, ce sont même les résultats de l'exploitation qui lui procurent sa rémunération. Comment donc la régie intéressée se distingue-t-elle de la concession? Pour répondre à cette question, on peut formuler les règles suivantes. Tout d'abord, il faut faire abstraction des noms ou termes dont les parties ont pu se servir dans la rédaction de leurs contrats. Certains contrats qualifiés de régie intéressée sont en réalité des régies ou des concessions, et certaines prétendues concessions sont en réalité des régies intéressées. Il faut ensuite écarter des critères inexacts. On a pensé parfois à dire que la régie intéressée s'oppose à la concession, en ce que le concessionnaire participe aux bénéfices et aux pertes, alors que le régisseur intéressé ne participerait qu'aux bénéfices. Ce n'est pas exact car il y a des concessionnaires qui, bénéficiant d'une garantie de la part de l'État, ne sont pas intéressés aux pertes. D'autre part, il ne faut pas penser que la régie intéressée est un mode d'exploitation dans lequel l'administration conserve sur le service une autorité plus grande que dans la concession. Il y a des contrats de régie intéressée
qui laisse une très grande liberté aux régisseurs. Il y a des contrats de concession qui limitent étroitement la liberté des concessionnaires. Le véritable critère, c'est que le régisseur intéressé est rémunéré d'une façon substantiellement différente de celle du concessionnaire. Le concessionnaire, normalement, trouve sa rémunération dans les bénéfices, tandis que le régisseur intéressé trouve sa rémunération dans son intéressement à certains résultats d'exploitation qui ne sont pas eux-mêmes des bénéfices. Par exemple, c'est le nombre de voyageurs transportés ou le nombre de prestations fournies ou bien les économies réalisées dans la gestion du service qui fourniront la base de la rémunération que le régisseur intéressé touche. Si au contraire le régisseur était rémunéré d'après les bénéfices réalisés, il s'agirait en réalité d'un véritable contrat de concession. Ainsi, la différence consiste en ce que le concessionnaire est un entrepreneur dans la rémunération normale et le profit, tandis que le régisseur intéressé est un gérant dont on s'efforce de stimuler le zèle en lui attribuant des primes d'après la bonne marche de l'exploitation. Il résulte de ce qui précède que la régie intéressée comporte la conclusion d'un contrat entre la personne physique qui crée et organise le service et la personne, le plus souvent privée, qui est intéressée à la marche du service. Il s'agit donc d'un mode de gestion sous un régime contractuel. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire de ce premier mode de gestion de service public, à savoir la régie. Donc là, le cours prochain portera sur le deuxième mode de gestion par les personnes publiques, à savoir l'établissement public. À très bientôt.